ici en Outaouais. L'actualité locale. D'abord. Au 104.7 Outaouais. Jusqu'à 14h. Vous écoutez LP le midi. OK, de retour à l'émission, c'est l'heure de notre discussion du lundi avec Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick! Salut LP. D'abord, comment ça va au Cégep? Pas trop d'absence? Le moral est bon chez les étudiants, le personnel, etc.? Je dirais que le moral est bon. Chez les étudiants, tout le monde est content d'être là. Oui, il y a des absences. Je te dirais que, je sais pas si c'est parce que j'enseigne dans les techniques santé, je suis pas vraiment touché. Là. Il y a peut-être un cas ou deux depuis le début de la session. Mais je parle avec des collègues, puis il y en a plusieurs là, qui s'inquiètent donc en raison du nombre d'absences qui est plus élevé que la norme. Puis là, il faut trouver des façons alternatives d'enseigner, de transmettre la matière, de ne pas avoir trop de retard. Puis on a quand même aussi quelques collègues là, qui doivent s'absenter. Donc, il y a des cas, c'est sous contrôle, donc les cours continuent et tout, mais ça amène son lot de défis. Là. Donc, on surveille ça, mais pour l'instant, je pense que les gains, les trucs positifs là, l'emportent sur les aspects négatifs. Oui. Est-ce que... puis tu n'as peut-être même pas les statistiques officielles là, au Cégep de l'Outaouais, mais est-ce qu'il y a beaucoup de décrochage à cause de la pandémie ou c'est plus que ça vient peut-être retarder les études de certains jeunes qui auraient fait, je ne sais pas, moi, leur technique en 3 ans, mais ça va être une session ou 2 de plus? Ou qu'est-ce que tu entends en gros? On l'a vu. Plusieurs étudiants, parce que là, on retourne en présentiel, je pense que les jeunes sont plus encouragés à revenir, mais disons, l'automne dernier ou même l'hiver passé, on voyait des gens qui, si c'est encore à distance ou quoi que ce soit, on décrochait. Oui, il y a plus de gens, je dirais, qui ont décidé de le faire en 4 ans ou en 3 ans pour le préuniversitaire, pour ces raisons-là, pour les difficultés et le stress que ça peut amener aussi. Là. Il y a des élèves qui vivent ça de façon un peu plus intense, la perception de peut-être être infecté. Il y en a qui sont carrément démotivés aussi, là. Oui, ça a touché plusieurs élèves en ce sens-là. L'aspect psychologique de la chose, donc... oui, puis certaines techniques, je pense, ont été plus durement touchées aussi que d'autres, mais on sent que ça, je pense, que le balancier revient, là, puis qu'il y a un regain d'intérêt là, pour le retour. Mais oui, il y a eu du décrochage, des gens qui ont décidé de prendre un petit congé puis de reporter leurs études à plus tard. Bon. Ton évaluation de la situation actuelle au Québec par rapport à la COVID, Patrick, là, l'école, là, primaire, secondaire, c'est recommencé depuis maintenant 3 semaines. Ça semble pas avoir l'effet... qu'on craignait sur le nombre d'hospitalisations. Ça continue de baisser. Ça nous donne l'impression que le pire est passé. On se croise les doigts. Es-tu de ceux qui pensent que le déconfinement pourrait même aller un petit peu plus vite au Québec? Un petit peu plus vite, mais pas beaucoup plus vite. Il faut vraiment faire les choses de façon progressive. C'est pas le temps là, de se dire on regarde ça puis tout est beau, on peut réouvrir partout, plus de masques et tout. Non, je pense pas qu'on en est là, surtout pas encore en ces temps d'hiver. Là. Si on regarde, oui, le retour aux écoles, mais il y a quand même plusieurs élèves là, qui sont absents. Il y a une de mes amies, là, son enfant est au primaire, puis elle disait qu'il restait 5 enfants sur 20 dans sa classe. Tous les autres étaient dans le protocole de COVID. Donc là, tu parles littéralement du quart ou un cinquième de la classe qui est présente. Donc, tout n'est pas terminé. Puis si on veut faire des statistiques un petit peu, regardez, là, le mois de janvier a été le 3e mois le plus meurtrier depuis le début de la pandémie, là, après les mois d'avril et de mai 2020. Donc, c'est quand même pas négligeable. C'est sûr qu'en termes on a eu des nombres de cas, là, des dizaines de milliers par jour, c'était des chiffres astronomiques. On n'a pas eu, je dirais, la virulence du virus était un petit peu moindre, oui, mais en nombre de cas, ça a quand même amené beaucoup de décès. On en parlait déjà en novembre, décembre dernier, toi puis moi. Puis on le disait, oui, peut-être qu'il est moins virulent au Omicron, mais au volume de personnes qui le vont infecter, ça va amener des hospitalisations, puis il va y avoir des décès, puis on l'a vu. Donc, oui, il y a des choses qui nous font espérer qu'on va peut-être passer à travers. Donc, on voit les hospitalisations qui diminuent, mais on parle quand même encore de plus de 2000 personnes hospitalisées au Québec, ce qui est quand même un chiffre assez important. Donc, il faut faire ça de façon intelligente. Je pense que oui, on va amener un déconfinement progressif. Je sais que mon garçon a recommencé des pratiques de hockey avec son équipe au complet. Donc, il y a des choses positives qui s'en viennent, mais c'est pas le temps de dire que tout est beau, puis on... Sais-tu ce qui m'inquiète, Patrick? Ce qui m'inquiète, c'est... Tu sais, même 2 ans après le début de la pandémie, il y a encore beaucoup de confusion et d'incohérence
dans certaines mesures. Puis là, tu me parles de sport, là, c'est l'exemple parfait. Là. Le masque est obligatoire dans le sport scolaire, mais pas dans le sport civil. Je ne sais pas si toi, tu comprends quelque chose là-dedans, Patrick, mais moi, je crains que plusieurs personnes décrochent, même parmi celles qui ont toujours respecté les mesures sanitaires. Absolument. Écoute, bon, on le sait, là, je suis microbiologiste, je travaille dans le domaine, mais même moi, j'ai trouvé des situations extrêmement, on va dire, frustrantes, puis incohérentes, tu le dis. Dans le milieu du sport, là, je vais parler de ce que je connais là, avec le hockey d'un de mes garçons. Il n'y avait pas d'éclosion, il n'y avait pas de problème. Les gens qui coachent, même les parents qui veulent aller voir leurs enfants devaient être vaccinés, et tout ça. Donc, c'était pas un milieu d'éclosion, puis il y avait quand même des restrictions très sévères. Puis là, maintenant, comme tu le dis, il y a des sports où on doit porter le masque, d'autres non. Donc, je pense que toute cette confusion-là amène beaucoup de frustration, moi le premier. Puis tu sais, je suis en faveur des mesures sanitaires, mais il faut y aller avec cohérence, puis dire, bon, ils sont où les problèmes, les réelles éclosions, comment on peut gérer ça, et non pas y aller un peu tout azimut, puis, c'est ça, avec un peu d'improvisation. On dirait qu'on tire partout, là, sans trop savoir ce qu'on fait, puis... c'est très frustrant. Ça aide pas là, à garder les gens. Là, les gens décrochent. Ils sentent que le pilote, c'est pas où il s'en va. En fait, on se demande s'il y a un pilote des fois. Oui, à la base. OK, autre sujet, j'aimerais t'entendre aussi sur une étude de l'université américaine Johns Hopkins qui a été beaucoup partagée sur les réseaux sociaux dans les derniers jours, qui indique que les mesures de confinement comme les fermetures d'écoles et l'interdiction de se rassembler n'auraient permis d'éviter que 0,2 % des décès. Vraiment? Oui, tu l'as dit le mot, des décès. Parce qu'on comprend, là, surtout les écoles, que ce ne sont pas les groupes d'âge les plus ciblés. Donc oui, il peut y avoir des cas dans les écoles primaires, secondaires, mais des décès comme tels, c'est très peu. Donc les décès étant retrouvés chez les personnes un petit peu plus vulnérables, plus âgées. Donc c'est vraiment dans, on va dire, la limitation des contacts, des activités pour ces groupes d'âge-là, qu'on va avoir un effet réel sur le nombre de décès, mais pas sur le nombre de cas. Donc, dans les écoles, il y a eu des cas. Avec Omicron, il y en a eu encore plus, mais les conséquences graves de ces infections-là ont été moindres. Les mesures dont tu viens de parler ont eu un effet limité sur le nombre de décès parce que ça ciblait, entre autres, des groupes d'âge peut-être un petit peu moins affectés par la maladie. Oui, la même étude disait par contre que la fermeture des commerces non essentiels, ça a permis de réduire le taux de mortalité de 10 %. C'est ça. Donc, encore une fois, c'est peut-être des activités ou des lieux où il y a plus de gens vulnérables qui pourraient se rassembler. Donc, là, en limitant les contacts, les rassemblements dans ces endroits-là, on a un effet direct sur les décès. Donc là, c'est vraiment important de dire les décès. Ça ne parle pas de cas, ça ne parle pas d'hospitalisation. Donc, si on cible, encore une fois, de façon plus concrète, si on instaure des manières précises de limiter les contacts chez les personnes vulnérables, c'est là où on va avoir un effet réel sur le nombre de décès. Oui. Mais là où tu as raison, c'est que des fois, les gens s'arrêtent juste au nombre de décès, puis il y en a eu beaucoup. Oui. Mais bon, quand on est hospitalisé à cause de la COVID, surtout si on se retrouve aux soins intensifs sous respirateur, c'est quand même majeur comme situation. Là. Entre autres, la fameuse COVID longue, on en entend parler, c'est pas évident, là. Non, il y en a des gens qui ont des conséquences à moyen long terme, qui savent peut-être même pas s'ils vont s'en remettre parfaitement. Donc, faut pas oublier ça. Donc, il y a des personnes qui survivent, tant mieux, mais qui vont en garder peut-être des séquelles plusieurs mois, peut-être des années. Donc, c'est pas à négliger quand même là, comme statistique non plus. On verra si les stratégies vont changer, seront différentes dans les prochaines pandémies. Sûrement qu'on a tiré des leçons de ce qu'on vit depuis 2 ans. Et parlant de prochaines pandémies, Patrick, puis là, je veux pas faire paniquer les gens qui nous écoutent ce midi, mais elles pourraient être causées par les superbactéries qui sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Ouais. C'est un phénomène qui cause déjà des centaines de milliers de morts par année, là. Oui, même des millions de morts, Louis-Philippe, c'est épouvantable. Déjà, écoute, ça va me ramener dans le temps, là, mais moi, ma maîtrise, j'ai travaillé là-dessus sur les bactéries résistantes aux antibiotiques. J'ai fait mon mémoire là-dessus, puis ça, c'est il y a 20 ans, quand même, 25 ans. Fait qu'on déjà, on s'en préoccupait, puis maintenant, là, on est vraiment dedans. Juste expliquer, dans le fond, ce qui arrive, c'est que, avec la prise d'antibiotiques, c'est une bonne chose, mais parfois, on en utilise trop, on les utilise mal, et ça favorise le développement de bactéries qui deviennent très résistantes. Ça ne sera pas une propagation comme un virus pourrait le faire, mais ça peut entraîner des problèmes, par exemple, dans les hôpitaux,
où, par exemple, des gens vont devoir subir une opération, mais les risques d'avoir une infection vont être plus élevés et la guérison de cette infection-là risque d'être pas mal plus limitée. Donc, ça va entraîner des problèmes au niveau des hospitalisations et aussi une bactérie ou une maladie peut-être plus connue, l'ITSS, la gonorrhée. La bactérie qui cause cette infection-là est en train de devenir extrêmement résistante. Elle n'est pratiquement plus traitable avec les moyens qu'on a présentement. Ah oui? Donc, oui, ce qui était une infection, on va dire, relativement bénigne il y a 10-15 ans, où tu avais la malheureuse rencontre, puis tu tombais infecté, tu pouvais te faire soigner relativement facilement avec des antibiotiques. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, c'est pas une infection qui te tue, mais c'est une infection qui pourrait faire en sorte que que la personne soit stérile, des problèmes de procréation, des choses comme ça. Donc, ça peut entraîner des problèmes quand même assez importants. Donc, ces bactéries-là, on en voit de plus en plus à travers le monde, puis c'est dû à la consommation d'antibiotiques par les humains, mais aussi par les animaux. Donc, tout ça fait en sorte que les bactéries deviennent de plus en plus résistantes. Donc, par les animaux prescrits par des vétérinaires ou parce que ça se retrouve dans l'eau, dans la nature et tout ça? C'est vraiment prescrit par des vétérinaires, puis même dans certains pays, on donne des antibiotiques aux animaux parce que ça favorise leur développement. C'est un petit peu paradoxal, là, mais en donnant des antibiotiques, ça stimule la croissance, donc ça devient un gain au niveau de la production de viande. Donc ça, c'est vraiment Puis je pense pas qu'au Canada, on a le droit de faire ça. Mais tout ça, quand on utilise ça, les antibiotiques à outrance, ça favorise le développement de bactéries résistantes chez les animaux qui sont par la suite transmises aux humains. Oui. Donc, c'est vraiment un phénomène inquiétant un petit peu. Ouais. Puis juste avant de se laisser, là, parce que là, les gens pourraient faire le parallèle avec les vaccins, mais c'est pas le cas. Là. Avec les vaccins, c'est pas la même chose qu'avec les antibiotiques. C'est vraiment pas la même chose. Un vaccin va stimuler ton système immunitaire, tandis qu'une bactérie résistante, elle, c'est qu'elle a été... Dans le fond, quand on prend un antibiotique, on élimine en premier les bactéries qui sont les plus faibles. Et les bactéries résistantes se multiplient, et éventuellement, on a plein de bactéries résistantes. Donc, c'est vraiment, mais vraiment pas le même phénomène. Les vaccins stimulent mon système immunitaire, puis les virus et bactéries contre lesquels on fait des vaccins ne peuvent pas s'adapter de cette façon-là. Donc, c'est vraiment pas la même chose. Il ne faut pas les voir comme deux choses identiques. Oui, il faut le rappeler pour éviter de la désinformation et une panique générale par rapport aux vaccins. Merci beaucoup, Patrick. Excellent travail. Bonne semaine et on se reparle lundi prochain. Yes, sir. Bonne semaine. Merci. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.